Est-ce que vous trouvez que avoir du culot, c'est une qualité, un défaut? Ça dépend évidemment de la personne qui juge, vous en l'occurrence. De mon côté, j'ai toujours trouvé que c'était assez formidable d'avoir du culot. Parce que moi-même, je n'en ai jamais eu beaucoup. Et aujourd'hui, je reçois sans doute une des femmes qui en a le plus, qui est une comédienne qui s'appelle Marie Benoliel, que vous connaissez beaucoup mieux sans doute sous le nom de Marie Saint-Filtre. Et elle a créé un spectacle qui s'appelle Culot. Et on va revenir avec Marie sur toute son histoire, comment elle en est arrivée là, comment elle a complètement bifurqué de ce que ses parents attendaient d'elle, son père en particulier. Vous allez voir, c'est une discussion très intime, de choses qu'elle n'a jamais racontées. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour, Marie. Saint-Filtre, de mon nom de famille. Carrément, quoi. Ouais, bien sûr. Ah ouais. Des générations et des générations de Saint-Filtre. D'accord. Moi, j'étais convaincu que c'était Benodial, c'est fou, ça. Ah, oui, il y a aussi cette version-là. Mais ouais, bien sûr. Saint-Filtre, donc. Saint-Filtre. Son nom de famille. Très bien, parfait. Qu'est-ce qu'il faut savoir, sans doute que c'est ma première question, sur... Déjà, le mot savoir m'intimide beaucoup. Bah, j'imagine. Sur la petite Marie. Non, mais la Marie, parce qu'en fait, il y a plein de trucs qui se passent dans l'enfance, en vrai, et qui structurent ensuite l'adulte qu'on est, avec tout ce que ça implique, évidemment. C'est quoi le truc qu'il faut savoir sur toi et qui explique Marie aujourd'hui, je pense? Un truc qui te semble, toi, important. Je crois que j'étais d'une nature différente. J'avais une naissance un peu différente. Et j'ai l'impression, en tout cas c'est le récit que je me fais, parce que on est aussi le récit qu'on se fait. J'ai l'impression qu'il y a eu une succession de choix dans ma vie, parce que cette nature-là ne correspondait pas tellement à ce que je voulais, à ce que je ressentais, et que j'avais l'impression d'être toujours un petit peu enfermée. Et donc, j'ai cette sensation de, moi, petite, d'être prise au piège et d'avoir une sorte de colère en moi pour bousculer pour essayer de casser une sorte de cage. Et j'ai eu plusieurs épisodes où j'étais assez histrionique, c'est-à-dire que je me mettais en scène. J'ai eu un premier épisode en CE2. Ah ouais. Mais alors là, j'ai jamais dit ça. Non, je pense que je me suis jamais formée. J'étais dans la classe d'un maître qui s'appelait Monsieur Brosu et qui était très marrant. C'était un mec, c'était un peu un prof de la Troisième République, mais qui avait ce côté très pince sans rire, mais qu'on respectait beaucoup. Et je me mettais en scène devant lui parce que je sentais qu'il adorait ça. Et donc, il y avait une sorte de jeu de rôle entre nous où lui faisait le maître de la Troisième République et moi, j'étais l'espiègle drôle, cultivée et qui, en même temps, était dans la provocation. Mais j'allais loin là-dedans et je devenais une sorte de clown et ça me faisait beaucoup de mal d'être ce clown... Putain, je vais loin là, pourquoi autant de confidences après tout? Moi je suis ravi. Et donc j'étais ce clown et en même temps ce clown parfois il me procurait des sensations incroyables parce que je brillais, parce qu'enfin je me révélais, enfin j'avais une autre position que la mienne qui était plutôt effacée et rangée et souvent j'allais trop loin et ça me provoquait de la honte, de la gêne. J'avais du coup pas vraiment d'amoureux parce qu'ils avaient un peu peur, parce qu'on se foutait de ma gueule, mais en même temps on m'admirait. Donc c'était... Oui, on est en CE2, j'avais le droit d'avoir des amoureux. Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, parce que j'allais dire pas d'amour. Non, pas du tout, complètement. Moi, j'avais pas d'amoureuse en CE2 non plus. Mais bon. Mais pas d'amoureux parce que tu prenais trop de place, tu dirais? Parce que c'était un tempérament qui n'est pas... celui qui permet à l'autre de venir vers toi. Quand on prend de la place comme ça, c'est l'antiséduction malgré tout. Et donc voilà, et donc j'ai eu plusieurs épisodes où j'avais comme cette sorte de feu en moi qui jaillissait, mais de façon complètement chaotique.
Et donc, petit à petit, j'ai eu beaucoup d'épisodes comme ça où j'essayais de prendre ma place. Et donc, ça a provoqué des choses complexes. J'avais un rapport à la discipline, j'ai le ventre qui gargouille, c'est sympa ça. Depuis que j'apprends qu'en plus la mission n'est pas montée. Parce que j'essaie de pas manger avant midi. Ah oui, moi aussi je fais ça généralement. Ouais, ce fameux jeûne de 16 heures, là, ou de je sais pas quoi. Mais aujourd'hui, je l'ai pas tenu du tout. Tu m'as proposé des pains au chocolat. Oui, je te confirme. Excessivement vicieux. C'est vrai, je confirme. Je suis vicieux, voilà. Ça, je l'ai tout de suite vu. Bah, exactement, c'est très clair. Et donc, j'étais très indisciplinée. Et en même temps, je cherchais à être la meilleure et à être une bonne élève. Donc, c'est quand même des choses très, très compliquées. Parce que se faire virer de cours et en même temps pleurer à la maison parce que j'ai pas eu 18 mais 14 sur 20, c'est quand même deux ambiances, quoi. Être fier de se faire virer de cours et en même temps... vouloir avoir les meilleures notes. Et en même temps, chialer, très malheureuse, lorsque je suis pas la meilleure et que je suis convaincue que du coup, je suis bête et que ça va être plus compliqué pour moi que pour les autres. Voilà. Et notamment, j'ai eu aussi 2 grands frères qui ont pris une place très prépondérante dans ma vie, puisque eux ont ces facilités. En tout cas, moi, c'est ce que je vois à ce moment-là. Ils ont des grandes facilités. Ils sont très brillants, sans chercher à l'être. Et moi, c'est plus compliqué, parce que moi, je cherche à être brillante et j'ai pas les mêmes résultats. Je suis beaucoup plus besogneuse. Et donc, il a toujours fallu les dépasser, en tout. Voilà. Et tu t'en voulais, enfin peut-être qu'il y a, je sais pas si c'est ça, mais tu vas me dire, est-ce que tu t'en voulais d'être une fille versus eux des garçons et tu te disais que c'était lié ou pas vraiment? Alors, je m'en voulais pas d'être une fille, mais c'était pas toujours ce qu'il y avait de plus glorieux. Je dirais que... il y avait dans ma fragilité ou dans un comportement féminin quelque chose que je trouvais d'assez faible. Et moi, je voulais être forte. Et donc, je me suis beaucoup privée à la fois, comme ils étaient beaucoup plus âgés, parce qu'ils avaient 10 ans de plus que moi et qu'ils étaient très grands et très charismatiques, je me suis pas laissée aller à une sorte de ce que je considérais comme une bêtise adolescente, de batifoler avec les garçons, d'aller à des booms, d'avoir des conversations de meufs, non, je suis passée soit d'un stade très enfant, où je me considérais comme la toute petite, qui me convenait très bien, soit j'étais très adulte, avec des conversations d'adultes et je me permettais pas la douce connerie de l'adolescente légère. Et en plus de cela, j'avais un comportement assez viril. Parce qu'il fallait les suivre. Ah. Ouais. Et ça construit qui tu es aujourd'hui, tu dirais? Ouais, j'ai un tempérament assez viril. T'es plutôt masculine, si on peut dire ça comme ça, quoi. En tout oui cas, t'as et du non, masculin, quoi. oui et non. Il y a beaucoup de choses masculines en moi dans ma façon de m'imposer, d'aller chercher, de pas attendre qu'on... Après, je veux pas avoir un discours zémourien sur la masculinité. On en est loin, là. On en est loin. Tout va bien. C'est bon. On pense pas à Zemmour. Mais j'ai un comportement assez viril, c'est sûr, oui. Mais que j'équilibre en permanence avec avec un sens du beau. Eh bien, ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que la mode, pour le coup, tu vois, voilà, je suis excessivement coquette. Excessivement. Pour moi, il n'y a pas une conversation plus profonde que parler de maquillage, de cheveux, de comment est-ce qu'on va s'habiller. On peut parler de cheveux, tu sais. On en parle parce que justement, en ce moment, j'essaye des produits voluminisants que je trouve absolument exceptionnels. Mais pour moi, il n'y a pas plus... Il y a pas plus beau et plus vrai que le maquillage, que se parer. Et donc, c'est quelque chose que j'adore et dont j'ai toujours raffolé. Et donc, être une petite poupée, c'est pour moi quelque chose qui me permet d'être très forte aussi et d'avoir ce comportement parfois viril qui peut faire peur et de le compenser avec un petit battement de cils, avec beaucoup de mascara. D'accord, je comprends. Et comment, enfin, il y a plusieurs trucs dans ce que tu dis qui sont intéressants parce que j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, que quand tu
fait ce mouvement, en fait, de viril versus poupée, cette puissance dont tu parles, finalement, c'est... j'ai l'impression que entre les habits, le maquillage, etc., il y a aussi ce côté, tu parlais de clown au début, mais il y a un côté masque, mise en scène, tu vois, ça peut être ça aussi. Il y a une représentation qui que j'adore. Alors c'est drôle parce que tout à l'heure, quand je prenais ma douche, je me disais que j'en ai un petit peu fini avec cette représentation, et en même temps, je crois que cette représentation rejoint quelque chose qui m'est très important et qui est beaucoup plus important que ce qu'il pourrait y avoir de narcissique autour de cela. C'est que lorsque je m'habille, lorsque je me pare, lorsque je vais mettre mon chignon et que je vais faire de ma vie une scène de théâtre, qui se produisait beaucoup plus avant lorsque je n'avais pas la scène. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus normal, mon rapport au monde. Mais avant, c'était vraiment rideau, chorégraphie. Donc ça arrive beaucoup moins. Mais c'est aussi un rapport à l'intensité. C'est-à-dire que lorsque je vais m'habiller, lorsque je vais prendre soin à choisir la tenue de la journée, il va se créer en moi une journée beaucoup plus intense, investie jusqu'au bout, investie dans ma façon aussi de faire mon monde. C'est pas qu'une affaire de représentation, c'est pas qu'une affaire de regardez-moi, c'est aussi une affaire de comment je vais colorer ma journée, quelle touche je vais lui donner, qu'est-ce que j'ai envie d'interpréter comme rôle, mais pas comme rôle pour qu'on me regarde, comme rôle qui va se rapprocher de moi. Comme rôle sincère. Quelle est ma sincérité de la journée? Mais je rassure tout le monde, je me sens tout aussi bien totalement démaquillée en jogging quand c'est le rôle à investir, parce que dans ma journée, je suis très souvent en pyjama et à me gratter les cheveux comme une dingue et à sortir faire mon sport, etc. Que lorsque je vais me dire, là, je vais me boucler les cheveux, là, je vais mettre ce mascara, il me faut cette tenue. C'est cette tenue aujourd'hui parce que la journée sera beaucoup plus forte. Il y a combien de maris? Non, il n'y en a qu'une. Il y en a qu'une, avec plein de facettes. Il y en a qu'une avec plein d'investissements différents. Ok. Et alors après, donc ton enfance, je comprends. Parce qu'en fait, du coup, t'es une bonne élève. Enfin, je veux dire, quand on regarde ton Objectivement, ton parcours, oui. C'est pas du tout ce que je ressens. Mais objectivement, je suis une bonne élève. Bah ouais, c'est ça. Donc t'as fait ça parce que c'était toi, parce que c'était ta famille, pour plaire à tes parents. C'était quoi? C'était un défi vis-à-vis de toi-même? Déjà, je suis issue d'une famille pour qui les études, c'est quelque chose d'excessivement important. Parce que c'est ce qui leur a permis aussi de s'élever socialement. Puisque je suis issue d'une famille d'immigrés, il faut se le dire, hein, même si c'est quelque chose qu'on ne dit pas beaucoup, dans ma famille en tout cas. Ah oui. C'est pas quelque chose qu'on ramène. Mais ils sont arrivés en France avec pas grand-chose, et l'excellence, les études ont été pour eux un moyen de s'élever socialement et de s'intégrer totalement. Du côté de mon père, je suis issue d'une famille d'intellectuels. C'est-à-dire qu'en Algérie, il composait une sorte d'élite très attachée à la France, à la littérature, à la politique. Et donc j'ai baigné là-dedans. Et ma mère aussi, d'une autre façon, très très attachée aux lettres, mais de façon un peu plus gaulerie. Et c'est pas mal. Ce qui fait toujours plaisir. Et donc, il a fallu moi aussi prouver que j'étais capable. Et mon père m'a toujours dit, ta seule façon d'être indépendante, c'est de faire le meilleur, d'être la plus haut. Et mon père avait quand même cette grande phrase. Cette grande phrase, parce que lui, il a eu une carrière d'avocat, mais son rêve, c'était toujours de faire de la politique. D'accord. Ce qu'il n'a pas fait. Il a totalement fantasmé voilà, tout cela. Et il a toujours dit à ses 3 enfants, le premier qui intègre l'ENA aura 100 000 euros. Oh, waouh. Et du coup, t'as fait le concours. Et donc, du coup,
j'ai mon frère aîné qui passe l'ENA, le grand, qui est beaucoup plus brillant que moi, qui a intégré l'ESSEC à 16 ans, enfin non, à 18 ans, qui a eu son bac à 15, enfin... oui, c'est... Voilà, c'est vraiment... Voilà, on est sur un gros dossier. Et qui loupe l'ENA. Dans les premiers recalés. Donc c'est le drame. Mon autre frère qui se construit, Raphaël, qui se construit un petit peu en miroir par rapport à son frère aîné, décide lui de faire des maths et donc il intègre Centrale comme ça encore les doigts dans le nez. Ah oui, quand même. Ouais, non. On est sur une famille de gens brillants, quoi. Ouais. Et puis et les maths, dur, qui bossent pas tant que ça. Ah non. On est plutôt dans la catégorie des branleurs, voilà. Ouais, beau gosse, branleur. Et moi, derrière, je viens à bosser tous les jours. à faire allemand, du latin, du grec, enfin tout, quoi. Ah ouais, ok. Et pour me démarquer d'eux, à la dernière minute, alors que je devais faire une maths sup, maths spé, parce que, évidemment, comme j'apprenais tous les exercices de maths par cœur, c'est parce que j'étais pas douée en maths, c'est juste que je les apprenais par cœur. Ah ouais, wow. Donc je connaissais tous les exercices de maths par cœur, donc j'étais très douée en maths. Ah bah oui, du coup. Évidemment. Mais si tu mettais n'importe quel exercice que je ne connaissais pas, j'étais dans une sorte de panique, de paralysie, donc je ne faisais pas l'exercice. Bon. Donc je suis douée en maths, donc je me dis que je vais quand même faire une maths sup. Et à la dernière minute, passion philo, et j'étais une très grande lectrice aussi. Et donc je fais une hypocagne-cagne, et là, je loupe normal sup. Je me dis, je vais faire Sciences Po, j'ai Sciences Po, et une fois que j'ai Sciences Po, je me dis, bon, je n'ai pas eu normal sup, il faut que j'ai l'ENA. Voilà, c'est ça mon parcours. Ok. Et pourquoi ça s'arrête à l'ENA, alors? Non, mais je me pose la question, tu vois. Déjà, je fais pas l'ENA. Donc, je m'inscris. Je m'inscris en prép ENA. Déjà, pendant Sciences Po, je commence à comprendre que... C'est un peu dur. Ça commence à être dur. Mais bon, je kiffe. Je fais plein de stages en cabinet ministériel. J'y vais avec des tenues de malade. J'aurais adoré te voir dans un cabinet ministériel. J'avais une sorte de garde-robe Carven à l'époque. J'arrivais sur talons de 12, des petits tailleurs, des trucs. Le kiff. Bonjour madame la ministre, bonjour. Mais je commence à beaucoup m'ennuyer. Et l'ennui prend des proportions... comme dirait Baudelaire, de l'immortalité. Je commence à beaucoup m'ennuyer et notamment à apprendre de nombreux poèmes. J'apprends plein de poèmes. C'est une époque où je lis énormément. Et j'apprends les poèmes, et quand j'apprends les poèmes, il se passe un truc de fou. Et... donc, je suis diplômée. En septembre, je dois commencer la prép ENA. Je suis lente. Je te fais des tunnels? Non. Ok. Et en septembre, je dois faire la prép ENA. Et mon frère aîné avait essayé de faire un stage au cours Florent qu'il n'avait jamais fait. Et ma mère m'appelle, me dit « Ok, on a un avoir. » Ils n'arrêtent pas de me harceler. Fais ce stage au cours Florent. Ah non, la flemme, la barbe. Qu'est-ce que je vais faire? Cours de théâtre. La barbe, c'est dans le 20e. La petite fille, elle aurait adoré, non? Faire le cours de... Non, je m'en foutais. Ah ouais? Non, je me suis jamais imaginé faire du théâtre. Mais pourtant, tu le faisais quand tu étais petite? Non. Bah, tu le faisais avec ton professeur. Je me mettais en scène avec lui. Enfin, ça ressemble au théâtre. Ouais, mais je faisais du théâtre partout, tu vois. Mais pas du tout dans le cadre du théâtre. D'accord. Théâtre de rue, quoi. Enfin, c'était du théâtre, c'était du théâtre en permanence. C'est marrant. C'était assez désagréable comme sensation. Donc, c'était grisant et c'était assez terrible. Mais bon, franchement, c'était terrible. J'étais dans un niveau d'exaltation dans mon rapport au monde qui cherchait pas vraiment à plaire, d'ailleurs, qui cherchait beaucoup plus à déplaire qu'à plaire. Ça, c'est assez intéressant. Ah. Beaucoup plus à provoquer. C'était un clown dur, hein. D'accord. C'était pas un clown qui cabriole, quoi. Ouais, je vois très bien. C'était un clown qui... méchant. Qui va chercher des noises, en tout cas. Méchant, ouais. Qui ricane.
Non, mais c'est vrai. C'est dur de ricaner. C'est pas une sensation agréable. Non, ça dépend. Bon, bref. Et donc, je m'inscris... donc, je vais à ce truc des cours Florent, là, comme ça. C'est l'été. Un peu contrainte. Un peu contrainte. Ça n'a pas duré longtemps, la contrainte. J'avais compris. Qu'est-ce que j'ai kiffé. Mais dès la première minute. Ah, dès la première minute. Mais en fait, c'est très simple, je me rappelle très bien. On est tous comme ça, je les regarde. Je me dis, oh là là, quelle bande de losers. Déjà, t'as pas fait Sciences Po. Non, mais je me dis, quelle bande de losers, pas que pour ça, parce que je vois des fils à papa qui n'ont pas passé le bac, qui sont là comme ça, qui ont des rêves plein les yeux, qui se la racontent. Je vois des mecs de 40 ans, de grosses crises. Donc moi, comme j'ai un spectre, parce que c'est vrai que j'analyse assez rapidement, j'ai un très bon instinct pour l'analyse des personnes. Merde, qu'est-ce qu'elle est en train de se dire? Non, mais non. Je plaisante. Et puis je suis assez sincère sur la façon dont j'aborde les gens, donc ne faut pas avoir peur de ça. J'ai pas peur. Tout va bien. Et donc je me dis, waouh, qu'est-ce que je viens foutre ici? Ça va être une semaine compliquée. Mais... Ah, c'était juste une semaine? Ouais, c'est une semaine. Ah, ok. Ah ouais. Ah ouais, c'est court. Ah bah une semaine, je peux dire qu'elle a changé ma vie. Même un jour. Hein. Mais donc je me dis comme ça, je suis comme ça en mode un peu pain bêche. Et là, vous allez passer sur le plateau. Donc le plateau, je découvre ce que c'est que le plateau. C'est que tout le monde est dans le noir et qu'il y a un endroit qui est éclairé. Et ça s'appelle le plateau. Vous allez passer sur le plateau et vous allez vous dire pourquoi vous êtes là. Et là déjà, je commence à sentir un truc en moi de redouter d'être sur ce plateau et une envie folle d'y être. Ah, c'est intéressant cette dualité. Cette dualité qui est la dualité du théâtre en fait. Ouais. Je me dis, ça va être mon tour. Donc là, une boule au ventre, mais comme je n'ai jamais eu. Alors que j'en ai vécu des moments quand même. Vécu des moments où il a fallu oser. Mais oser comme ça, j'ai jamais fait encore. Parce que ça va être aussi une mise à nu. Et je sais que déjà que je suis émue. C'est drôle, hein, même en reparlant, je suis déjà assez émue d'imaginer. À ce moment-là, quand on va me dire qu'il va falloir dire pourquoi, je vais pas pouvoir mentir. Et que je sais très bien que c'est pas pour les raisons que je me donne, qui sont cette histoire de stage, machin, qu'il y a une autre raison. Et donc là, tout le monde se présente et je me dis, à chaque fois que les autres se présentent, je les écoute, je suis terrifiée de les écouter, je les sens déjà trembler parce que c'est un moment vertigineux. Et là, je me dis, oh là là, ça va être mon tour. Et dans ma tête, j'essaie déjà de me préparer à la réponse et il n'y a rien qui vient. Et j'arrive sur le plateau. Et là, je suis face à Florence parce que c'est la prof. Et je crois que je pleure, quoi. Comme ça. Rapidement. Je suis Marie. Aujourd'hui, je fais des études. Tout est bien. Je sais plus ce que je dis, mais je leur dis, je crois que c'est pas ma place ou un truc comme ça, quoi. Et c'est ouf. Alors ça, c'est la première phase un peu ouf. Après, elle nous fait faire des impros. Donc dans les impros, je me sens déjà revivre. Et puis, j'étais quelqu'un quand même qui avait un rapport à son image qui était compliqué parce que à la fois je m'en foutais, à la fois c'était important. Et là, je sais que d'être vue, regardée par ces 6 personnes, de comprendre qu'un public est composé d'une personne, en fait. Donc ces 6 personnes, c'est comme si on avait 3000. Hein. Et d'ailleurs, quand je suis devant 3000 personnes, j'ai exactement la même sensation. Que, voilà. Et d'être vue, il y a cette fin de comment je vais être regardée. Je suis enfin vue. J'ai plus la peur d'être regardée, de trucs de machin. Bref. Et donc là, elle nous fait des impros. Et dans les impros, je me sens enfin ressentir les bonnes émotions au bon endroit, en gros. Et j'adore ce travail-là. Et puis le lendemain... donc là, je suis totalement habitée. Je repars chez moi, je ne pense qu'à ça. Et dès le lendemain, elle nous fait apprendre un texte qui est un texte de Musset que je connais par cœur, que je connais déjà par cœur.
mais dans un autre registre, qui était quand même celui de Bien sûr. l'analyse de texte. Mais comment j'ai pu analyser des textes? Mais vraiment, mais quelle merde totale que de faire des commentaires composés. Mais quelle aberration, quelle nullité de l'éducation nationale, mais quelle monstruosité que de faire des commentaires de texte maintenant quand j'y pense, et de me dire, j'ai eu une mauvaise note à mon commentaire de texte. Enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon, là c'était le moment coup de gueule. Mais Ce ouais, côté il faut blanc. poser des coups de gueule. Là, c'était le côté blanc. Mais bon. Et donc là, j'apprends Musset. Camille. On ne badine pas avec l'amour. Évidemment, il fallait que j'apprenne une scène, j'apprends tout le texte. La Et dernière là, partie est tellement belle en même temps. la dernière partie est magistrale. Elle m'avait pas donné la dernière partie à apprendre, mais évidemment, je l'ai apprise pour le Forcément. kiff. Et là, c'est le moment de jouissance absolue, quoi. C'est-à-dire que tous ces livres que j'ai lus, et je sais pas, je lisais comme ça avec une soif de lire toujours plus. Et c'était frustrant parce que je comprenais pas après quoi je courais après la lecture. Mais là, en fait, il me suffit d'apprendre 3 lignes, de les digérer, de les redire. Et tout mon rapport à la littérature Se change. Enfin, je le comprends, quoi. Je comprends ce que j'aimais dans la littérature. C'est incarner le texte, c'est le comprendre, c'est l'habiter, c'est le digérer totalement, c'est vivre avec. Et alors là, ça a été la grosse révolution. Ça a été la merde. Totale. Carrément. Moi, j'avais l'impression que tu es en train de me dire, je me suis donné la liberté d'être moi-même, je me suis enfin trouvé, etc. Et là, tu me dis, oh, c'était la merde. Ouais, mais en même temps, je suis en train de préparer un concours. Ah oui, effectivement. Je l'avais oublié, moi, déjà. Je suis pas si bonne en théâtre. Enfin, c'est pas non plus. Les profs se disent pas, on a la nouvelle Sarah Bernard, hein. Pas du tout, hein. Non, Mais toi, non. t'es dans le kiff, par contre. Mais je suis dans le kiff. Et puis, il faut Là, je expliquer à sais ton plus. père Et aussi. là, mon père. Alors non, mon père, j'arrive à le convaincre à un moment parce que je lui dis, écoute, je vais faire comme toi, je vais devenir avocate. On oublie l'ENA, ça va me permettre tout aussi bien de faire de la politique. Je vais nous faire une sorte de Sarkozy. T'inquiète, je gère tout. Bon, l'ENA, c'est quand même pour lui le Graal. Donc, je lui fais passer un truc comme ça. Ah oui, je me passe. Donc là, je commence à aller au cours de théâtre très fréquemment. Hein. Je m'inscris au cours Florent, le truc professionnel. Mais bon, j'en fais pas trop. J'en parle pas trop non plus. Mais j'y vais. Mon père vient de m'acheter une Smart, donc je fais en bonne connasse, énorme connasse. Personne n'a fait ça. Le matin, je vais à Sciences Po. J'essaie d'arriver à trouver tous mes cours de Sciences Po le matin. Boum, je bascule ensuite sur les cours Florent. Je me fais 3 heures de voiture dans les embouteillages, n'importe quoi. Putain. À réviser dans ma voiture les textes. Bon, là, le théâtre commence à prendre une place très, très prépondérante. Prépondérante. Complètement. Prépondérante. Et j'arrive un petit peu à convaincre mon père. Alors là aussi, je fais un nouveau truc. C'est que je me dis, je vais faire Harvard. Ah, ok. Je sais pas pourquoi. Non, mais c'était la grosse crise. Hein. Je me suis dit, je vais faire Harvard, il faut que j'aille aux États-Unis. Comme ça, je vais pas avoir l'ENA, mais je vais avoir, j'ai oublié comment ça s'appelle, un truc qui s'appelle la Kennedy School. Ah oui, oui. Et dans ce principe encore de niquer un peu tout le monde et de leur prendre une sorte de tangente et de faire un truc sympa. Mais bon, au final, évidemment, j'oublie Harvard, tout simplement parce que je sais plus, je crois que j'ai eu un score au GMAT à la limite de la personne qui a des problèmes moteurs. Ouais, je me rappelle, il me tend le truc, c'est-à-dire que j'ai quand même assez bonne en maths et tout. Le mec m'a tendu le résultat. Et il a plissé les yeux comme ça en disant je crois qu'il y a eu un problème. Et le problème, c'est vous. C'est fou. Donc là, évidemment, effondrement, je suis bête. En fait, c'était quand même une volonté de pas le faire, quoi. Mais bon, ça, j'ai compris plus tard. Je suis bête. Et je bascule vers le théâtre à mort. Au point où je peux plus aller à Sciences Po. J'essaie encore de passer le barreau avec un truc comment ça s'appelle depuis la maison, là. Ah, les cours à la maison. Cours ouais. à distance, Ouais. Capège. Alors, c'est pas moi qui vais te dire ce que c'est. Capège. Je sais pas comment ça s'appelle. Knej. Le CNED. CNED.
Je fais le CNED. CNED pour passer le barreau. Personne n'a vu ça. Et puis à un moment, j'ai arrêté tout. Mais t'as fini Sciences Po? J'ai fini Sciences Po, ouais. Oui, j'avais fini Sciences Po. Et là, j'arrête tout. Et là, c'est un grand moment de bataille. Et c'est très simple, je me suis donné 6 mois. Wow. 6 mois pour être connue. D'accord. 6 mois pour prouver que c'était pas une décision catastrophique. Parce qu'il y avait un désir d'être connu ou c'était juste parce que... Non, connu pour être libre, connu pour faire mes trucs. D'accord. Parce qu'entre-temps, j'avais passé quelques castings et je me suis dit que je n'avais pas fait ce choix-là d'arrêter une sorte d'esclavage, de quelque chose, de servilité à quelque chose, pour me retrouver dans des 10e rôles où on me dit non, il fallait pas dire voulez-vous un verre d'eau comme ça. Non, j'ai pas fait tout ça pour ça. Ouais. J'ai fait ça pour être libre. Et pour faire de la scène. Forcément. Donc il faut trouver le moyen de faire de la scène très vite. Et donc je crée ces petites vidéos. Voilà, j'ai raison. Assez parlé de moi, comment ça va toi? On peut plus là. Moi ça va, mais on va continuer à parler de toi, tu sais. Alors un autre registre, parce que vraiment ça, j'en ai marre. Je veux oublier. Mais non, mais après, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi ton spectacle, tu vois. Évidemment, tu vois. L'idée, c'est aussi de parler de ton spectacle et de pourquoi tu as choisi ce thème. Mais en fait, du coup, ça commence à avoir du sens, tu vois. Ouais, le spectacle est une mise en abîme d'un parcours. Bah oui, c'est ça, en fait. Le spectacle, je l'ai créé à un moment il s'appelle Culot parce que je l'ai créé à un moment de grande révolte qui a été le confinement. Où je me suis dit comment tu peux laisser faire ça? Comment tu peux te laisser enfermer? Comment tu peux y croire à certains moments? Comment tu peux laisser passer 2 ans de ta vie et voir ce qui se passe? Et c'est juste ça, quoi. Donc ça a été un moment de grande révolte où je me suis dit que la désobéissance était quand même ce qui primait avant tout dans la liberté. Et donc j'ai créé un livre qui s'appelait L'Évangile selon Marie. En toute humilité. En toute humilité. Voilà. Un livre qui a très mal marché parce qu'il était excessivement compliqué. Et parce qu'il a été sorti pendant le confinement aussi. Ouais, moi, le mien est sorti pendant le confinement. Pas facile. En mars 2020. C'était, ouais. Exactement. Pas terrible. Pas terrible. Pas le meilleur moment, quoi. Non, c'était moins un peu un loupé, quoi. On n'a pas tous de la chance, tu vois. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il a permis d'écrire un beau spectacle après, et toi, sûrement, plein d'autres choses. Bon, moi, je continue ma petite vie, tu sais. À Lisbonne. À Lisbonne, exactement. Tout de bon. Tout de bon, sim. Ah oui, parce que moi, j'ai le portugais do Brasil. Parce qu'évidemment, dans toutes ces conneries de Sciences Po, etc., j'ai vécu pendant 6 mois au Brésil. Et ça, c'était le kiff. Où j'ai travaillé au consulat. Je m'occupais de la culture là-bas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon. Sao Paulo ou Rio? Rio. Ah oui, j'avais choisi Rio. Ah bah ouais, tant qu'à faire. Ils avaient même créé le poste pour moi. Pas mal. Parce que je leur ai dit, je veux partir à Rio. Bref. Un poste, du coup, qui n'existait pas, donc je t'imagine bien mes journées. Ça qui est cool. Qui étaient quand même des journées... à la plage. Tranquille. C'est ça. Brésilienne. Voilà. Le culot. Le culot. Donc le culot, je me dis, avant tout, là, tu es dans un moment où tu es confiné mentalement, physiquement. Et c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, il y a eu un grand cri. Et le cri a été le cri du culot. Et en même temps, chose folle, c'est que le confinement m'a permis de faire beaucoup de choses, m'a permis d'être beaucoup plus exigeante vis-à-vis de moi et de mon rapport à mon œuvre artistique. Et en même temps, de faire plein de trucs fous comme me mettre à la musique. Parce qu'avant, j'avais un premier spectacle, et un premier spectacle qui était aussi très intense, parce que j'adore le spectacle. Et le spectacle n'est pas un one-man show, n'est pas une pièce de théâtre, n'est pas un seul en scène, c'est un spectacle, c'est un show. C'est un show à l'américaine, voilà, c'est vrai. J'adore. Et dans le premier spectacle, je me disais, mais comment est-ce qu'on peut prétendre faire du spectacle sans chanter et danser sur scène? Parce que je dansais déjà, mais c'était un peu, on fait mémuse. Et là, je me suis dit, je veux chanter et danser sur scène, c'est ça le spectacle. C'est ça. Je veux une comédie musicale.
Et donc, je pars en studio. Je rencontre un mec qui s'appelle Antoine Martin, qui a un énorme studio qui s'appelle Crispy Records. Et je lui dis, voilà, je voudrais chanter. Il me dit, ah oui, tu voudrais chanter? Et donc là, j'écris plein de textes et je commence à me mettre à la musique. Et là, je kiffe ma race. Alors, je ne chante pas très bien, mais je fais des textes qui sont pas si mauvais. Et puis, ça me permet aussi de développer quelque chose que j'adore, qui est la poésie. Et donc, j'écris plein de sortes de poèmes qu'on met après en musique, etc. Et donc, on sort 10 premières chansons comme ça. Maintenant, là, je travaille sur 2 autres projets, 2 albums. Donc, là, ils sont peaufinés, etc. Mais les premières chansons, en 3 jours, elles sont sorties, quoi. C'est-à-dire que je l'écris, il me sort des musiciens de foot, truc, on sort la chanson. Parce que j'étais un rapport comme ça de boulimie créative. Et donc, on sort les chansons et j'ai construit autour du spectacle. J'ai construit le spectacle autour de ces chansons. Et autour du livre. Et donc, le spectacle qui est un appel total à la liberté, qui remet le rêve au milieu de tout. Attends, il faut que je reprenne ma respiration parce que j'en peux plus. J'en peux plus. Il y a de l'énergie là-dedans. Ouais, il y a beaucoup d'énergie. Bah ouais, c'est cool. Non, vas-y, repose-moi une autre question parce que celle-là, elle m'a saoulée. Enfin, je me suis auto-saoulée, pas du tout ta question. Je me suis auto-saoulée. Oui, certainement pas. Certainement pas. Non, mais en fait, du coup, je comprends mieux le sujet du culot. Et par ailleurs, en fait, ce qui fait ta force d'une certaine manière, c'est que c'est bien écrit, en fait. C'est-à-dire c'est joué, mais en même temps. Non, mais c'est vrai. En vrai, ça peut sembler un peu, tu vois, de base, de se dire, bah ouais, le spectacle. Oui, ça est bien pourrait écrit. être un truc un peu vulgaire. D'ailleurs, je pense que ceux qui ne connaissent pas mon personnage et qui connaissent mon personnage de loin et qui entendent parler de ce spectacle peuvent se dire que ça va être quelque chose d'assez grossier, de vulgaire, dans tous les sens, d'ordinaire, je dirais. J'adore mélanger les registres, de manière générale. Moi aussi. Ouais. Et je supporte pas la prétention qu'on pourrait avoir à n'avoir qu'un seul registre. Mais aussi qu'on a qu'un seul registre, qui est celui de l'humour, etc. Je trouve que c'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. Donc, il y a plein de registres différents dans le spectacle. Il y a évidemment beaucoup de comiques, parce qu'on est quand même là pour... se marrer un peu. Plus que pour se marrer, mais pour faire marcher cette rate, quoi. Qui est quand même rire. Il n'y a rien de meilleur au monde. Enfin, si, il y a pleuré. Donc, il y a aussi un registre tout à fait tragique dans le spectacle. Parce qu'on peut... pour moi, on ne peut pas imaginer la scène sans ces 2 registres-là. À la fois le tragique et le comique. On ne peut pas imaginer la scène sans un arrière-goût de Shakespeare derrière, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je mêle beaucoup les 2. Et c'est un ascenseur émotionnel en permanence. Et évidemment que c'est écrit, que la partition est totalement écrite, réécrite, qu'elle est souvent sous forme de vers, qu'elle est aussi parfois très grossière. Et que cette partition très écrite laisse place aussi à une immense part d'improvisation qui, pour moi, ne correspond pas pour autant à ce qu'il y a de plus intéressant, mais qui fascine toujours. L'impro fascine. Moi, ça me fascine pas tant que ça. C'est pas ce que j'aime le plus au théâtre. Ok. Mais je comprends que ça puisse fasciner. Le public adore ça. Parce que les gens c'est pas pour le public que je fais ça. Je fais ça parce que ça crée une aération. Parce que ça permet de changer de rythme. Parce que ça permet de créer de la surprise. Et il n'y a rien de plus important que la surprise. Et même ça peut te surprendre toi-même, non? Évidemment. Si t'improvises. Mais moi, je me dis pas, oh là là, elle était bonne cette vanne. Je me dis pas ça. C'est plus... ce que j'aime avec l'improvisation, c'est qu'on est obligé d'arriver à un tel état de lâcher prise que tout à coup, on laisse place au hasard et à ce qui se passe. Et toi, t'es pas quelqu'un dans le contrôle? Tu dirais pas ça? Si, je suis totalement dans le contrôle. C'est ça, hein. Et donc, ce que j'aime, c'est d'arriver par le travail, par le contrôle, à ce moment de lévitation qu'est la scène, où tout d'un coup, tout peut se passer, on va rebondir et réagir avec le public et avec elle.
Et ça, j'avoue que c'est une sensation qui est très proche de l'orgasme. C'est-à-dire que, à force d'une très grande concentration sur soi, sur ses sensations, sur le moment, sur l'autre, tout d'un coup, il y a un truc qui va monter et c'est là que la surprise nous prend. C'est l'orgasme, non? Et bien la scène, c'est exactement la même chose. C'est un peu ça. C'est du travail, c'est de la concentration, c'est-à-dire qu'on va pas se dire que les premières fois qu'on fait l'amour, on va avoir des orgasmes, c'est pas possible. Mais on sait qu'on s'en approche. On sait jamais, Marie, tu sais, ça peut marcher, mais ce serait de l'ordre d'un état de grâce, en tout cas. Et donc, tout à coup, ça monte, ça vient par le travail, par l'expérience, par une concentration totale de soi-même et de l'autre en même temps, et c'est exactement ça la scène. Et donc, l'improvisation permet ça, parce que tout d'un coup, bam, il y a un truc qui jaillit, bam, et on rebondit. Donc, j'adore l'impro. Et moi, pour moi, le plus important, ce qui me soucie le plus, c'est de recréer la surprise dans ce qui est écrit, et ce qui est écrit pour une raison. Bon, là, je m'embarque dans des vrais trucs théâtreux, encore. Je te repars sur un tunnel, c'est parti. Il faut me couper. Mais moi, je coupe pas les gens, je suis pas comme ça. Mais par contre, ce que j'allais te dire, c'est que, dans ce que j'entends, l'impro, ça résonne beaucoup avec ton besoin profond de liberté, non? Parce qu'en fait, finalement, quand le texte est appris, il y a moins de liberté, parce que par définition, tu es en train de réciter un truc. Alors que quand tu fais de l'impro, tu es dans la liberté totale. Je suis pas d'accord. Ah, ben voilà, on n'est pas d'accord. Ça, c'est bien, ça. J'aime bien qu'on n'est pas d'accord. Vas-y. Je vais pas faire une vieille dissertation de philo. Ah ben non, on a dit on arrêtait les explications de texte. On arrête. Mais je trouve que la contrainte permet une très grande liberté. Ça, c'est vrai que la contrainte permet la créativité, en tout cas. Une grande créativité, une grande liberté, parce que il n'y a rien de contraint dans mon texte, puisque c'est tout ce que j'ai désiré. Donc le texte est l'objet de mon désir. S'il n'est plus l'objet de mon désir, il faut que je réécrive le texte. J'ai pas le droit d'être prisonnière de ce texte-là. L'impro est une énorme prison, parce que l'impro est nécessairement le réceptacle du public. L'impro va venir flatter le public, va venir lui prouver quelque chose, lui prouver qu'on a capté quelque chose qu'il n'avait pas capté. Donc pour moi, le piège de l'impro est beaucoup plus... on est beaucoup plus servile d'un public qui nous dit « j'ai adoré tes impros » que « j'ai adoré ton texte ». On est beaucoup plus asservi à ce jugement-là. Ouais. C'était clair ? Ouais, très clair. Bah oui, carrément. Donc je me méfie toujours. Mais non, mais c'est bien, c'est très clair. Le culot, est-ce que c'est un message que tu as envie de faire passer ? Tu l'as fait, en fait, quelque part, je me demande, quand je t'écoute, est-ce que le culot, c'est un... En fait, j'ai l'impression, on se connaît pas assez pour que je puisse dire ça, mais que ça te représente assez bien, tu vois, oui. Dans ce que tu décris en tout cas, là, dans le récit que tu me fais, oui. Toujours. Est-ce que c'est aussi un message que tu as voulu faire passer au public, enfin aux gens, de dire en fait il faut avoir du culot, il faut sortir, il faut pas se laisser enfermer. Ah bah le spectacle découle uniquement de ça. Et je dirais même, découle uniquement de cette envie. C'est même pas vraiment un désir, parce que sinon j'aurais un côté un peu donneur de leçons. Il vous faut du culot dans la vie, c'est pas ça. C'est plus que lorsque, dans mon premier spectacle, j'avais compris quelque chose de très intéressant, c'est que les gens ne ressortaient pas finalement en me disant j'ai ri, ou ça m'a fait du bien, ou c'était un beau moment. C'est tu m'as inspiré. Alors moi, cette phrase, j'avais pas vraiment bien compris ce qu'elle voulait dire, et je voulais un peu m'en dégager aussi, parce que je me suis dit, on va se calmer sur le côté gourou. On n'est pas sur la philo, là. Voilà. Le côté gourou et tout, calmons-nous. Lorsqu'il y a eu le confinement, souvent, j'étais très triste de plus pouvoir être sur scène, à en pleurer. Ah, waouh. Ouais. Ah, moi, quand je suis pas sur scène, je pète littéralement un câble. Hein. Wow. Et même Instagram, ça marche pas vraiment dans ce sens-là. Instagram. T'es pas sérieux quand même. Non, t'es pas sérieux. non, ça me régule. C'est un truc qui me régule totalement la scène. D'accord. Et qui, c'est énorme pour moi. C'est vraiment énorme. C'est plus qu'une religion. Hein. C'est un truc totalement sacré. Ok. Et donc, c'était très dur pour moi de pas pouvoir jouer. Et il m'arrivait donc de pleurer. Et je me disais, mais qu'est-ce qui me manque plus que tout ? Et qu'est-ce qui me manque plus que tout ?
Et donc, je m'imaginais, et j'essayais de savoir qu'est-ce qui, dans la scène, me manquait plus que tout pour essayer peut-être de le reproduire. Est-ce que c'est le fait de me mettre en scène? Est-ce que c'est ce moment génial où on m'applaudit et je me disais non, mais c'est pas ça qui me fait pleurer, c'est pas ça. Le regard des autres, non? Alors voilà, je me disais, est-ce que c'est le fait d'imaginer? Donc, je m'imaginais ça. Et à un moment, je me suis dit, et là, je me suis effondrée en larmes, c'est que c'était de faire passer un message. C'était de m'exprimer. Et c'était qu'après, les gens me disaient, ça m'a permis ça. Là, ça m'a permis de faire ça. Ça nous fait un point commun, tu vois. Voilà, exactement. Non, mais c'est ça. Ouais. Et donc, c'était ça. Et c'était l'autre, en fait. Et donc, j'ai créé cette série de masterclass qui s'appelait les masterclass culot, en Zoom. Et là, ça a pris une proportion folle. Ça a vachement bien marché. Les masterclass. Et au moment d'écrire le spectacle, je me suis dit, ça suffit de raconter sa vie. Ça suffit de mettre en scène la politique comme ça, etc. Il faut un spectacle uniquement dédié au spectateur. Il faut un spectacle qui ne parle qu'au public et qui lui permette d'avoir un électrochoc. Et qui lui permette d'être culotté. Mais culotté, c'est quoi? C'est juste un mot assez grossier pour être libre et pour avoir cette exigence de liberté-là. Et donc, tout le spectacle est cette trajectoire de comment vous allez être la version, en sortant de là, la version la plus culottée de vous-même. Comment je vais vous accompagner à accomplir ses rêves. Donc, le spectateur arrive dans la salle, terrifié. Si c'est la promesse, forcément. Hein. Et c'est normal qu'il soit terrifié. Et il est amené à écrire son rêve. Pas facile d'écrire son rêve. Non. Parce que déjà tu prends pas ça vraiment au sérieux, parce que je trouve ça un peu ridicule, parce que tu te dis qu'est-ce qu'elle va nous faire avec son rêve, qu'est-ce qu'elle va en faire de nos rêves. Et puis elle sait quoi son rêve d'abord. Et puis elle sait quoi son rêve. Et puis ce mot, très neuneux, très enfantin. Et donc le spectateur l'écrit quand même, qu'on reçoit quand même sur un iPad entre 1000 et 2500 rêves par soir. C'est quand même assez joli. Et au fur et à mesure, je vais l'accompagner à la fois sur l'identification de ce rêve-là et à la fois, qui n'est certainement pas celui qu'il a écrit, et à la fois sur comment est-ce qu'on y va vers ce rêve-là. Et qu'est-ce qu'il symbolise. Voilà, voilà. Il y a 3 actes. 3 actes du culot, 3 actes pour être culotté, 3 actes pour être libre. Le premier acte, évidemment, la première étape de cet affranchissement vers le culot, c'est la désobéissance. Donc c'est acte 1, désobéir. Désobéir, c'est-à-dire s'affranchir de ses carcans. C'est-à-dire dire non avant de dire oui. C'est-à-dire reprendre le chemin du contre-courant. Est-ce que ça veut dire déconstruire des croyances aussi? Ça veut dire tout déconstruire. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de croyances. Hein. Il y a beaucoup de croyances, ça veut dire repenser la pensée commune. Donc là, on est sur un truc très dur. Hein. Désobéir, c'est un acte très dur, très dark. Souvent, j'imagine, comme j'essaie de jouer le plus avec mon corps, c'est un spectacle très physique, je m'imagine, acte 1, t'es un petit rat. T'es un rat, t'es un serpent. Ok. Il y a tout un sketch dans une cave, il y a un sketch très dur sur le bien, pas bien, qu'est-ce qui est pas bien, où le public, à nouveau, est toujours pas seulement spectateur, mais aussi acteur du spectacle. Donc il est convoqué à se reposer des questions sur qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on pense, et c'est un sketch assez politique. C'est un acte assez politique. Acte 2, une fois qu'on a désobéi, évidemment, il va falloir passer à l'action, une fois qu'on s'est affranchi mentalement, spirituellement de ces codes, de ces règles, de ces croyances, oser. Donc c'est le passage à l'acte. Alors acte 2, oser. Alors là c'est la grande débandade. Là c'est l'acte de la grande débandade où on ose beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui osent. C'est un spectacle où vraiment, toutes les 10 minutes, on ne peut pas imaginer ce qui va se passer. Même moi, je me dis, ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Oula, ça arrive, ça. Ah, ils sont pas prêts.
pourquoi j'ai pensé à ça à ce moment-là? Comment j'ai pu concevoir un truc avec ça? Donc là, c'est le grand n'importe quoi. Là, c'est le florilège Là, c'est le sketch rigolo, là. Là, c'est ha 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 hi hi ho ho. Et en même temps, il y a tout un passage très sartrien qui reprend beaucoup de L'être et le néant, mais ça, le spectateur ne le sait pas parce que sinon, ce serait vraiment indigeste. Mais il y a énormément de citations dans un rapport à la honte. Qu'est-ce que c'est en permanence, ce rapport à la honte? Parce que toute cette partie 2 est très honteuse, très gênante. Et donc, ce rapport à la honte. Donc, le regard de l'autre. Donc, évidemment, beaucoup de Sartre. Beaucoup de Sartre. Sartre. Et acte 3. Acte 3, qui a un rapport... Alors, acte 3, qui s'appelle jouir, parce qu'évidemment, on ne peut pas faire tout ça sans une dimension de jouissance absolue, de plaisir en tout, de fête de chaque instant, de joie à entraîner, à débloquer, même dans les moments les plus difficiles, dans les moments les plus tragiques, dans les moments les plus éprouvants. Cette joie à activer quotidiennement et qui est un effort sur lequel on ne peut ni désobéir ni oser parce que sinon le risque serait trop important. Cette joie qui découle aussi des plus grandes épreuves, selon moi. Et donc, celle-là, c'est un acte important parce que c'est pas du tout un acte qui fait rire, mais c'est un acte qui nous ramène au rapport au temps. C'est très camusien, pour le coup. C'est très... c'est une existence à chérir dans chaque instant, mais bon, ça on le dit souvent, c'est plus qu'un carpe diem, c'est cette intensité à retrouver dans l'absurdité qui est notre existence, cette intensité qu'on doit retrouver, mais qu'on doit surtout chercher, qu'on doit exalter en permanence. Et dans le fait que nos êtres chers, tout l'amour qu'ils nous portent, ceux qui sont disparus, ne sont pas morts pour rien. Et qu'il faut en permanence, comme un devoir, une exigence totale qu'on leur doit de vivre mieux et de vivre encore plus dans la joie. Donc évidemment, c'est une sorte de banalité, et je réinventerai rien avec ça, mais c'est un acte qui est éprouvant pour moi, pour le public aussi, et qui arrive à cette dimension de oui, il faut jouir de chaque instant, mais c'est pas il le faut parce que sinon tu passes à côté de ta vie. C'est il le faut, tu te le dois. Tu leur dois, non? Et tu leur dois. On leur fait un petit coucou. Tu leur dois, ouais. Non? Ouais, on leur fait des coucous en permanence, ouais. Ouais, exactement. Tous les jours. Tous les jours. Notamment avec ce pain au chocolat que je vais manger juste après parce qu'il y en a pas. Parce que, en fait, voilà, c'est ça, tu vois, il y a un moment donné. On peut se priver, mais quand même. Ouais. Un bon pain au chocolat. Moi, je me prive de très peu de choses, mais pourquoi le faire à certains moments, d'ailleurs? Eh ben, je sais pas. Non, mais si, pour toi, machin, mais bon, à un moment donné. Est-ce que tes prises de position, elles sont aussi liées à ce fait d'oser, tu vois, Est-ce que c'est dans la même dynamique, tu dirais? Alors, déjà, quand tu parles de prise de position, c'est pas très clair pour moi, mais je dirais que le culot, c'est pas un truc inné, et c'est certainement pas quelque chose sur lequel on se repose. C'est-à-dire que chaque matin, je me réveille avec quelle est la limite que j'ai, ma nouvelle limite en tout cas, et que je n'ai pas franchie. Oh, waouh. Bah oui. Ah ouais, non mais très bien. Et donc, je dirais que c'est comme ça que je dessine à peu près ma vie. Et donc, c'est pas, je suis pas un être culotté par essence. C'est une rigueur. Je le suis aujourd'hui sur certaines choses plus que d'autres. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein d'autres choses où je manque encore de courage, où je manque encore où je n'arrive pas encore à faire face à une réalité, ou que j'évite, où j'ai une forme de lâcheté, et que je suis toujours à la conquête de cela. Et donc, mes prises de position, elles découlent toujours un petit peu de cela, ou en tout cas, je pense qu'elles apparaissent comme telles
quand c'est une nouvelle transgression que je me fais à moi-même. Mais je vois même pas de quoi tu parles quand tu parles de prise de position, tu vois. C'est vrai. Non, mais Parce qu'il n'y a rien de politique dans ce que je fais. Non. Par exemple, je me rends compte que je Le reviens sur féminisme. tout ce que j'ai pensé. Tu vois, c'est une prise de position politique. Ouais, mais par exemple, tu vois, c'est fou que tu dises le féminisme. Ouais. Parce que Justement... pendant longtemps, je vais dire même, et je n'ai pas du tout honte de le dire, pendant toute l'affaire MeToo, moi qui quand même essaie toujours d'être dans quelque chose de progressiste, enfin pas pour être progressiste de manière générale ou être avec mon temps, mais qui essaie de progresser en tout cas. Pendant toute l'affaire MeToo, balance ton porc, etc. T'étais mitigée. J'étais mitigée. J'ai fait des vidéos d'ailleurs qui disaient hop. Là, ça part un peu en couille. Là, je trouve que la femme a une position vraiment victimaire qui ne me va pas du tout. Là, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez bourgeois dans ces balance ton porc, etc. Là, je suis pas du tout d'accord pour me mettre contre les hommes comme ça et de les émasculer totalement, déjà que voilà, c'est quand même de manière générale Pas génial. pas les rois du courage et ne leur enlevons pas tout non plus, les pauvres, mais skin. Donc j'étais pas tout à fait d'accord avec tout. Évidemment, j'étais d'accord avec les grosses choses, les histoires de viol, de trucs, de machin, de système. Évidemment, faut pas non plus déconner. Mais ce gros courant massif, moi qui vais souvent à contre-courant, je me disais non, la femme est au-dessus de ça. La femme est bien au-dessus d'un truc revanchard. Et pourquoi aussi elle a fermé sa gueule? Et donc j'avais une colère. Pourquoi autant de silence? Combien d'années de silence? 2000 ans de soumission? Sans doute un peu plus. Hein, mais... Oui, sans doute un peu plus. Un être en lequel on est totalement supérieur. J'étais vraiment dans cette Alors comment te dire, Marie? Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Et là, on joue leur propre jeu. Ça fait déjà des siècles et des siècles qu'on joue leur jeu viriliste. Et alors là, en plus, on va leur dire nanana. Nous sommes des victimes. Hein. Donc, j'étais pas du tout d'accord. Et là, j'ai totalement changé. Mais j'ai pas changé parce que j'étais en adéquation avec moi-même. Là, je me dis, depuis peu, mais depuis vraiment peu, quel bonheur d'être dans cette époque. Quelle chance inouïe j'ai d'être au 21e siècle. Et que même si souvent ça part en couille, parce que il y a une outrance absolue de plein de choses, quel bonheur il y a eu avec ce MeToo et qu'est-ce qu'elles ont bien fait d'être enragées et de laisser place à rien. Qu'est-ce que c'était l'enfer quand même. Donc j'ai totalement changé d'avis. Et c'est ma part d'intégrité. Parce que j'essaie d'être à chaque fois au plus près de ma sincérité. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Non, mais ça me paraît bien. Et je peux complètement te relancer là-dessus, tu sais. Ouais, relance. mais relance-moi, quoi. Relance-moi, merde. Je remets un peu mon bibi, quand même, parce qu'on peut pas parler des femmes comme ça sans avoir un superbe bibi. Merde, du coup, tu me rends pas la tâche facile. Mais non, mais en même temps... Ce que j'allais dire, c'est que dans les combats, il y a souvent des mouvements de balancier et tu as besoin souvent d'aller chercher d'un côté extrême, d'une manière ou d'une autre, pour revenir à une position qui est plus... Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'elle soit plus, d'ailleurs? Moi, ce que j'aime, c'est ressentir les choses et les ressentir de façon vraie. Donc, j'ai pas tellement besoin de mesures. Déjà, c'est un mot que je supporte pas. Il n'y a rien de mesuré en moi. J'aurais jamais dit ça, moi. Tu vois, c'est marrant. Je me suis dit, cette fille est très mesurée. J'ai pas grand-chose d'équilibré. La marche? Non, je me casse la gueule toute la journée. Merde. Ah. Je suis sur des talons de 12. Les gens me regardent hyper embarrassée parce que je me tords la cheville. Alors que j'en ai rien à foutre. Pas la marche. Pas la marche. Quand je suis bourré, je te raconte même pas. Je ne tiens pas debout. Ok. C'est-à-dire, tac, bon, je me relève. Mais comme j'ai une grande... Je fais beaucoup de sport. Parce que ça me procure des sensations. Sur la plage. Ouais. Tu mets cette chanson? Oui, mais complètement. J'adore. Sur la plage, dans le sable. Bon.
Et ben, je retombe et je me relève. Mais c'était pas du tout la question. La question, c'était, ça permet ce mouvement de balancier me permet d'avoir un équilibre. Moi, je crois pas dans l'équilibre, mais... On croit pas dans l'équilibre. Moi, je crois dans l'harmonie. L'équilibre, c'est une position parfaite et fixe. Donc, en fait, elle est pas très intéressante. Mais bon. Tu sais, c'est une position... L'équilibre, c'est parfait, mais c'est fixe. Tu bouges pas. Du coup, ça... Mais quand même, je pense que quand t'es sur un fil, mais du coup, t'es plus vraiment en équilibre, tu vois. Tu vacilles. En parlant d'équilibre, rien que d'en parler, j'ai faim. J'ai faim. Et pas d'un menu équilibré. Non, on s'en fout. Non, parce que là, maintenant, au spectacle, j'arrive portée sur les épaules d'un mec. Oui, tu sais, il me tient juste les chevilles. Et donc, je suis debout sur les épaules d'un mec qui me tient les chevilles et j'ai le vertige. Et donc, j'ai compris que l'équilibre, c'était notamment ce mouvement de balancier. Mais ça a été très dur à faire. Et j'ai une peur folle. De tomber. Non. Pas de tomber, les vertiges. Le vertige. C'est pas le tomber. Moi, j'ai pas le vertige, alors du coup, j'ai du mal à exprimer. C'est-à-dire que moi, si tu me mets là sur cet espace-là qui est au-dessus de 50 cm, j'ai cet appel du vide. Alors, si t'es sur 1m96, juste tenu par les chevilles en talons, je suis pas bien. Mais bon, on s'en moque totalement. C'est long de parler de soi. Hein. C'est long ? Ouais, c'est long. Mais est-ce que tu passes pas un bon moment quand même ? Non, je passe un moment en bonne compagnie, mais je parle beaucoup de moi, là. Ah bah c'est de la logique en même temps. Ouais. Tu vois. Enfin, non, on a parlé du culot aussi. On a parlé du culot, ouais. Et là, c'est pas toi. Ouais, non, le culot, c'est pas moi. Bah non. C'est un peu moi, quand même. C'est un peu toi. Ah, d'accord, ok, mais c'est une expression de toi, tu vois. Ouais, c'est une expression. Parce que ce que tu essaies de faire, c'est de faire exprimer le culot chez les gens, les amener à désobéir. À désobéir, ouais. À jouir, surtout. Ouais, quand même. Avant de désobéir. C'est quand même le but ultime. Est-ce que le fait de désobéir, ça amène pas la jouissance, tu vois, d'une manière ou d'une autre ? Totalement. Tu vois. C'est peut-être un moyen, la désobéissance. Ouais, tout ça n'est qu'un chemin vers. Exactement. Voyage dans les nouvelles solitudes, c'est ce que tu lis ? Écoute, tu connais le 1 ? C'est super. Ouais, je connais, je l'achète à l'aéroport quand je veux faire mon intello. Bah voilà. Moi, je suis abonné, moi, tu vois. Ah oui, c'est encore notre... C'est encore notre cap. Plonger dans l'épidémie de solitude actuelle. Ah, ça, c'est vraiment vrai, ça. C'est hyper intéressant. Solitude choisie ou isolement subi. Alors, si tu veux qu'on rebondisse là-dessus... Ah bah c'est toi qui es en train de rebondir là-dessus. Puisque tu veux absolument qu'on rebondisse là-dessus. Puisque vraiment, voilà, tu l'as proposé. J'ai des grandes questions vis-à-vis de la solitude en ce moment. Parce que, pour en revenir à moi... Ouais, exactement, ce qui est complètement le sujet, Marie, tu sais. Moi, j'ai un rapport... pendant très longtemps, je n'ai pas eu d'amis. Parce que t'étais trop weirdo, un peu. Parce que je rejetais le monde. Ah. Parce que j'étais très misanthrope. Ah, ok. Mais j'en souffrais beaucoup. Oui. Et parfois, ça me revient. La misanthropie ? La misanthropie. Totale. Donc t'as besoin de te couper ? J'ai pas besoin, c'est que faire société me procure un sentiment de mensonge et d'hypocrisie. À cause des masques sociaux ? À cause des masques, à cause de... Et donc, je me recule. Ou alors, je suis capable de faire société qu'avec les personnes avec lesquelles j'ai une vérité absolue. Et c'est pas toujours un sentiment facile de pas avoir un rapport harmonieux aux autres, de manière générale. Et je pense que ça se ressent notamment dans les vidéos que j'ai faites ou dans... Il y a ce truc de ça ne me dérange pas de ne pas être... Ça ne me dérange pas d'être rejetée. Et en même temps, ça te fait de la peine. Et en même temps, ça me fait de la peine, ouais. Et donc, je vais toujours rechercher un petit peu le rejet. Mais j'ai réconcilié ça quand même. Vraiment sur le divan, là. J'ai réconcilié ça avec, je pense, avant d'être culottée, ce qui me qualifie le plus, enfin, ce qui m'anime le plus, c'est que j'ai beaucoup d'amour en moi. Ça, c'est beau. Ouais. D'ailleurs, je me posais la question, parce qu'en fait, comment tu as retrouvé une réconciliation interne ?
Bah justement, avec cette C'est histoire ça. d'amour qui est au-dessus de tout. Qui est au-dessus de tout. Et donc maintenant, même quand ça me plaît pas, même quand je vois le monde s'agiter pour prétendre être, pour dire moi je fais ça et donc je suis ça et donc elle est smart cette meuf-là et tu sais j'ai fait ces études-là et je pense ça et donc quand je suis dans ce rapport-là, avant de me dire oh là 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 là, quelle catastrophe, quel mensonge à soi-même, quelle mauvaise foi surtout, je me dis que j'ai beaucoup d'affection et de tendresse pour tout ça. Mais c'est pas toujours facile malgré tout. Parce que j'ai une exigence avec la vérité aussi forte. Je brille toujours là parce que, je veux leur dire, Tout va bien. c'est un podcast, mais j'ai pas mis assez de poudre et donc je brille un petit peu. Franchement, ça va. Bon, on va s'arrêter. Cela dit, merci beaucoup. Sur la solitude comme ça Mais oui, non, sur l'amour. Sur l'amour, ça Sur va. alors. l'amour. Le podcast s'appelle Vlan, donc je veux savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. J'ouvre la porte sur le printemps qui arrive bientôt. Qui est quand même la plus belle des saisons, la seule d'ailleurs. Le renouveau, la chaleur qui hante, la lumière, les jours qui se rallongent, le tout est possible à nouveau, la saison de l'amour. Hein. Bah ouais, exactement. Ça y est, on y arrive. Hein. Ça y est, on rentre dedans. Dans un mois, à peu près. Ouais, j'espère avant. Comment ? J'espère avant. Non, je sais pas. Ça, c'est quand même, si je peux avoir ouverture de la porte sur le printemps et claquage de la porte sur quelque chose d'assez transgressif, c'est quand même le bon côté du réchauffement climatique. Et bim, comment tout niquer. T'as pas le droit de dire ça, Marie. Non, je le dis pas. Surtout que la garde-robe d'hiver, c'est quand même quelque chose d'important. Mais voilà, le printemps, quoi. Printemps qui arrive. Parfait. On espère pas trop chaud. Pas trop chaud, non. De toute façon, moi, j'ai une voiture électrique. N'importe quoi. Aïe, je suis cassée les dents. Mais non. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.